Consulting Engineers. Au cours des 20 dernières années, il a réalisé un large éventail de projets dans les diverses communautés côtières du Canada atlantique qui nécessitent des solutions fonctionnelles pour faire face au dynamisme du littoral, à l'augmentation des impacts des tempêtes et au niveau de la mer. J'ai hâte d'écouter la présentation. On peut commencer juste dans une seconde. Je vais juste vous aviser qu'on va enregistrer aujourd'hui cette présentation. C'est bienvenu de poser des questions dans le chat ou par lever la main et on peut vous donner le droit de parler. Est-ce que je suis sur mute? Non, OK, great. J'ai vu une petite annonce, mais OK. Donc, on va commencer d'enregistrer juste dans une seconde. Et oui, c'est juste un avis. Ça va enregistrer, mais si vous préférez de ne pas avoir votre contribution de la journée sur YouTube plus tard, le chat, ce n'est pas enregistré. OK? Bon. Et on peut commencer. Surby va commencer l'enregistrement et on peut donner le droit de parole à Vincent. Bonjour à tous, vous pouvez m'entendre? Oui. Ça marche? Ok, très bien. Merci à tous d'être venus. Je suis très content de faire cette présentation aujourd'hui pour vous. Alors, je vais m'assurer que l'écran marche. Donc, c'est bon, tout le monde peut voir ça? Très bien. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques projets vus sous la perspective de ce que je fais pour mon travail, c'est-à-dire ingénieur côtier. Donc, dans les projets de restauration des côtes, on a beaucoup à faire de collecte de données sur les taux d'érosion, les vagues, les niveaux d'eau, les courants, les processus sédimentaires qui sont ensuite utilisés pour les développements d'options. Et après, je vais vous montrer quelques exemples de conception et de construction qui ont été faits pour ces projets. Donc, tout ça, ça va être à travers des exemples locaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, j'ai vu dans le public, qui sont intéressés par les solutions plus naturelles. Donc là, ce dont je vais parler moi, c'est un peu un mix de solutions qui essayent de suivre des concepts naturels, mais tout en utilisant des protections qui sont adaptées à des niveaux d'action de vagues qui sont quand même assez élevés. Donc, ces éléments naturels qu'on va utiliser, c'est des plages qui sont très bien pour atténuer l'énergie des vagues, combinés à des revêtements de roches qui parfois peuvent être enterrés sous la dune, et aussi avec des exemples de brise-lames détachées. Donc, tout ça, c'est des exemples de projets qui ont été faits ces dernières années dans les maritimes. Donc, pour les zones à haut risque, avec beaucoup d'exposition aux vagues, ce qui est le cas des projets que je vais présenter ici, faut toujours déjà envisager des options non structurelles, si c'est possible. Donc, par exemple, à travers la planification à long terme, en anglais, les setbacks, donc en français, je crois que c'est revers, quand on demande aux gens de ne pas construire à une certaine distance de la côte. Aussi une manière de gérer la retraite loin de la côte, parce qu'il y a certains sites, avec la montée des eaux, ça va être très difficile de protéger à long terme. Il y a certains sites pour lesquels le retrait des infrastructures sera quand même la meilleure solution à long terme. Mais à court terme, la migration des biens ou des infrastructures loin du rivage n'est pas forcément une option. Et dans ces cas, on peut effectivement regarder à ce que peut apporter les solutions d'ingénierie. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelques exemples qui combinent l'enrochement et les éléments naturels. Donc, c'est pour des cas où il y a quand même une exposition aux vagues qui est assez importante. Moi, je ne suis pas spécialiste de végétation seulement. Donc, les solutions que je vais montrer, on ne peut pas dire qu'elles sont 100% naturelles. Il y a des éléments d'ingénierie et de construction
qui sont quand même assez onéreuses, mais disons que ça combine des éléments naturels pour apporter une protection plus durable. Alors, le premier site qu'on va regarder, c'est à l'entrée du parc national de Fundy. C'est à Alma, au Nouveau-Brunswick, tout en haut de la baie de Fundy. Donc, il y a une grosse exposition aux vagues et aux marées, des marées de 12 mètres, des grandes plages, des grands plateaux de sable et de boue qui sont exposés à marée basse. C'est 20 km de littoral très spectaculaire avec beaucoup de sentiers de randonnée. Enfin, c'est vraiment une très belle place pour passer des vacances. Et alors, ce qui se passait là, c'est que la route qui donne l'entrée au parc, quand on arrive depuis Moncton, est située sur une plage barrière qui, historiquement, a été sujette à beaucoup d'érosion. Donc, la route n'était pas forcément placée à l'endroit idéal pour commencer, mais maintenant qu'elle est là, c'était difficile de la bouger. C'est un endroit d'accès qui est quand même essentiel pour le parc. Donc, quand on regarde, par exemple, en 2016, avant le projet, ça, c'est la pente qui vient de la route. Donc, effectivement, ça commençait à arriver, l'érosion commençait à arriver très près de la route. Au fil des années, ce qui était fait, c'est qu'ils mettaient un petit peu d'enrochement avec les moyens du bord, hein, si on peut dire, mais la roche n'était pas placée et spécifiée de manière à ce que ce soit très, très durable. C'était plutôt des réparations. Donc, ce que Parks Canada était en recherche pour ce projet, c'est une solution durable pour le long terme. Donc, c'est là qu'on a fait toute une étude de processus côtier et d'ingénierie pour évaluer la meilleure option à long terme pour sortir un peu de ce cycle dégâts, réparation à court terme, dégâts, réparation à court terme. Historiquement, ce site, il avait une très grande plage naturelle qui était alimentée par l'érosion des falaises en amont. Donc, si vous regardez au sud, là, il y avait des grandes falaises, donc cette image dans les années 60 par exemple, qui étaient sujettes à beaucoup d'érosion. Mais l'érosion, c'est jamais un problème s'il n'y a pas d'infrastructure. Au contraire, l'érosion, c'est bénéfique pour l'alimentation des plages. Donc, dans ce cas-là, l'érosion des falaises, c'est ce qui a créé cette très belle plage à l'entrée du parc. Ce qui s'est passé au fil des années, c'est qu'on a voulu contenir l'érosion de ces falaises pour installer des infrastructures en haut de la falaise. Donc, on a mis de l'enrochement au pied des falaises, ce qui du coup a coupé l'alimentation en sable de la plage. Et en parallèle, la route a été construite encore plus proche de la rive sur la plage. Donc, il y a cette combinaison des deux éléments qui fait que l'érosion arrivait de plus en plus près de la route, qui était mal située et la plage ne bénéficiait plus de l'apport des sédiments de l'érosion des falaises. Donc, c'est un transport de sédiments qui est vraiment exclusivement quasiment du sud au nord. Donc, d'un point de vue régime côtier, le processus est assez simple. L'alimentation de la plage venait des sédiments depuis le sud. Parce que la houle dominante de la baie de Fundy, bien sûr, c'est là où la distance pour le vent est la plus grande, c'est-à-dire depuis le sud. Donc là, si vous regardez les différentes lignes de rivage depuis les années 40-60, il y a une érosion qui est assez claire et qui est irrémédiable. Donc, le projet était de trouver une solution à long terme pour ça, tout en conservant l'aspect naturel le plus que possible de la plage. Donc, il y avait la plage au nord d'une part et un lagon de marée au sud d'autre part que Parks Canada voulait préserver également. Alors, à l'entrée du parc, ça c'est voilà à quoi ressemblait l'accès à la plage pendant des tempêtes dans les années 2000. Je crois que cette photo c'était en 2005, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que les plateformes d'accès à la plage devenaient complètement inondées en cas de tempête et Parks Canada a dû à plusieurs reprises ramener ces infrastructures plus près du rivage. Mais l'érosion continuait et ça devenait intenable à un tel point que la plage ne pourrait peut-être plus être accessible depuis la route. Donc voilà un premier aspect qu'on voulait conserver pour l'expérience des visiteurs. Et la deuxième chose qui était importante de conserver, c'est le lagon de marée qui était au sud de la route, où il y avait certaines espèces d'herbes qui étaient importantes de conserver, et notamment une espèce menacée qui est assez rare au Nouveau-Brunswick, qui a été détectée dans ce lagon
Donc, on voulait préserver ça. Donc, l'idée, c'était de préserver l'accès à la marée de ce lagon, mais aussi de préserver les sédiments qui sont là, donc pour diminuer l'érosion. Alors, nous, ce qu'on a recherché comme solution, c'est des solutions de plage qui conservent les sédiments où ils sont, en limitant l'érosion, mais sans avoir recours à un enrochement continu de partout. Et pour ça, on s'est inspiré de ce phénomène de plage dense qui est très, très répandu de partout dans le monde. C'est-à-dire que n'importe où vous avez un promontoire rocheux et une plage derrière ce promontoire rocheux, il se trouve que la forme de la plage peut être prédite de manière assez précise par un modèle mathématique qui est assez simple et qui dépend de la distance entre les promontoires rocheux, et de la distance à la plage qui est derrière. Et donc, on a appliqué ce modèle à des plages qui sont pas loin du tout du site, à Horton, juste au nord, là, dans la baie de Fundy. Et il se trouve que le modèle marche assez bien. Donc, ces principes de plage stable dans une anse pouvaient très bien s'appliquer au site. Là, il suffit d'appliquer le modèle à marée haute. Et donc, on a les mêmes principes, c'est-à-dire les vagues qui se brisent sur les promontoires rocheux et qui s'atténuent petit à petit jusqu'à arriver à la plage. Et donc, si on laisse le système évoluer de façon naturelle, il se trouve que la plage a un alignement qui peut être prévisible de façon assez sûre par ces modèles. Donc, le but, c'est de reconstituer ces formes de plage prévisibles en plaçant les enrochements de manière stratégique. Donc, ça, c'est un exemple qui a été beaucoup utilisé, par exemple, dans la baie de Chesapeake, des brise-lames en promontoire pour la stabilisation des plages et des marées. Donc, on peut faire ça soit pour stabiliser une plage naturelle, soit dans certains endroits, par exemple des hôtels où ils veulent recréer des plages, et ben, c'est fait de cette manière pour avoir des plages artificielles dont l'alignement soit facilement prévisible et stable. Donc tout ça, ça dépend des pentes qu'on veut avoir de la plage. On peut ajuster la longueur et la taille des brise-lames en fonction du climat des vagues, etc. Donc il y a quand même toute une science derrière ça, mais ça marche assez bien. Donc les paramètres dont on a besoin pour concevoir ces structures, c'est d'abord la hauteur de vague. Donc là, par exemple, vous avez un modèle numérique sur la gauche avec un exemple de tempête de vagues qui arrive sur le site à marée haute. Donc là, comme vous pouvez le voir, les vagues les plus hautes sont surtout sur la partie nord du site, là où il y a la plage, malheureusement. Et il y a une certaine atténuation des vagues qui va du côté du lagon de marée au sud sur la gauche. Mais par contre, ces vagues qui proviennent quasiment exclusivement du sud, ça fait qu'elles se brisent avec un angle contre la côte et c'est ça qui génère les courants de littoral pendant la tempête. Donc ces courants qui sont quand même assez forts, dans ce cas-là, la plupart du long du rivage, plus d'1 mètre par seconde pour vraiment les grosses tempêtes. Et donc c'est ces courants du nord vers le sud qui emmènent les sédiments. Donc quand il y a de l'érosion des falaises, ce n'est pas un problème parce que les courants, ils emmènent les sédiments de l'érosion, ils les déposent à la plage. Mais quand l'érosion est arrêtée, eh bien, ces courants, ils ne peuvent plus emmener de sédiments pour alimenter la plage et ils se retrouvent du coup à causer l'érosion de la plage parce que les sédiments qu'ils peuvent récupérer en route sont aspirés le long de la trajectoire des courants. Donc, le but, c'est de calibrer ces modèles pour obtenir une érosion qui est réduite ou minimale. Donc là, par exemple, c'est le cas du lagon de marée que je vous ai montré au sud. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a dimensionné les brise-lames pour essayer de reproduire un alignement de plage qui soit cohérent avec, par exemple, ce qu'on a observé sur les plages à Horton, au nord, et puis qui, dans le long terme, puisse apporter une certaine stabilité des niveaux de la plage pour que les plantes qui sont dans la zone entre marée haute et marée basse puissent continuer à subsister. Donc là, par exemple, vous avez le modèle de transport de sédiments. Les couleurs, ça représente le niveau du fond marin, donc ici à marée haute. Donc dans le cas où il n'y a pas de brise-lames, vous voyez l'érosion continue sur les prochaines 30 années. Et si on place les brise-lames de façon stratégique, l'érosion est vraiment minimisée. Le but, c'est de réduire l'apport en enrochement qui est nécessaire
pour continuer à avoir une stabilité de plage. Donc, finalement, ce qui est important de retenir là, c'est qu'on n'a pas besoin d'un enrochement continu pour avoir une plage qui est stable. Il suffit d'avoir un enrochement qui soit placé de façon stratégique pour avoir une stabilité de la plage qui est derrière. Donc, on était content de pouvoir ne pas avoir à mettre de l'enrochement de partout, quoi. Il en faut un minimum dans ce cas-là parce que le climat des vagues est très sévère, mais il n'y a pas besoin de tout fermer avec de l'enrochement. Donc, les différentes options pour le site, alors il y en avait plusieurs. La première, c'était de déplacer la route pour laisser suffisamment de place à une plage stable de se former derrière ces deux brises-lames d'enrochement. Alors, déplacer la route à long terme, c'est vrai que ça aurait été une bonne solution, mais ça impliquait de remplir un marais salant qui était derrière. Donc, d'un point de vue environnemental, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus recherché. Et puis, en plus, la route était relativement récente, donc il aurait fallu refaire une route qui venait d'être faite. Donc, d'un point de vue coût, ce n'était vraiment pas la solution la plus attractive. Donc, la deuxième option, c'était de conserver la route là où elle est, mais de placer les brise-lames détachées avec ce principe de plage stable derrière les brise-lames que je vous ai montré dans les diapos précédentes. Alors, cette solution, elle peut très bien marcher. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple un peu plus tard d'un site à l'île du Prince-Édouard où ça marche bien. Par contre, pour ce site en particulier, sur la baie de Fundy, on a affaire à des marées de 12 mètres et une pente qui descend quand même assez rapidement vers la marée basse. Donc, ce qui fait qu'avec la distance nécessaire où il aurait fallu placer ces brise-lames loin de la route et la hauteur nécessaire pour qu'ils soient quand même émergés à marée haute, ici, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais on parle de structures hautes de 5 ou 6 mètres. Donc, d'un point de vue esthétique, ce n'était vraiment pas l'idéal. Il aurait fallu que les visiteurs arrivent là et puis il y a ces espèces d'énormes murs d'enrochement de 5 mètres de haut qui soient, on n'aurait vu que ça à marée basse, quoi. Donc d'un point de vue esthétique, surtout dans un parc national, c'était pas la meilleure solution, même si en principe ça aurait marché pour stabiliser la plage derrière. Donc la troisième solution qui a été finalement adoptée, c'est d'avoir un enrochement le long de la route, mais qui se termine par des brise-lames légèrement détachées qui produisent un point d'ancrage pour les plages en aval. Donc, on a les 2 points d'ancrage pour la plage sur le lagon au sud et un point d'ancrage pour la plage au nord et qui produit une protection pour l'accès à la plage et les structures en bois qui permettent de la promenade sur la dune. Donc, la construction a eu lieu en 2018. Ça, c'est quelques images de la construction. Le but, c'était de réutiliser un maximum les matériaux locaux, l'enrochement qu'il y avait sur place, de réutiliser le sable qu'il y avait là. C'est-à-dire que quand l'enrochement a été placé sur la plage, il a fallu creuser un petit peu. Donc, tout ce sable qui provenait du creusage a été utilisé pour remblayer la plage existante. Les herbes ont été replantées au printemps, là où c'est la meilleure période pour faire ça. Et on a aussi minimisé le tassement des structures rocheuses avec l'utilisation d'un geogrid, je ne connais pas le mot français pour ça, qui s'est révélé bien utile parce qu'il y a certains endroits où il y avait un sol qui était quand même pas très stable pour l'enrochement. Donc quand on utilise ça en dessous, ça aide beaucoup à diminuer le tassement. Voilà le projet qui était terminé. Ça, c'est sur Google Earth, qui est une photo assez récente. Et puis une photo du printemps 2020. Donc la végétation sur la nouvelle plage marche bien, derrière l'enrochement. Le public a l'air de bien s'y retrouver et puis d'être content de se promener là. C'est sûr que c'est un changement par rapport à ce qu'il y avait avant, hein, bien sûr, mais je pense que c'était le meilleur compromis possible, étant donné le site et les conditions. Donc là, on a une vue après la construction à l'automne 2018, et puis un petit peu la même vue en 2020. On a été content de voir qu'on constate un peu d'accumulation de sable sur la plage, ce qui est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on a prévu qu'il se passerait, mais on ne s'attend pas à ce que non plus la plage grossisse de manière significative, parce que comme je vous ai expliqué, il y a très peu d'apports de sédiments naturels depuis que les falaises
ont eu un enrochement dans les années 80. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la plage grossisse de manière incroyable, mais au moins, ça fait ce qu'il faut pour la stabiliser et avoir un accès au site qui soit durable. Voilà. Et puis, il y a une promenade en bois qui a été créée aussi maintenant sur la dune qui est maintenant stabilisée. Alors, voilà une vidéo qui m'a été envoyée par les pêcheurs du port d'à côté. Donc là, vous voyez l'enrochement qui fonctionne comme il devrait pour protéger la route. Et puis, ce qu'il faut bien constater ici, c'est que la meilleure atténuation de l'énergie des vagues, en fait, c'est obtenu par la plage. L'enrochement pour atténuer les vagues, c'est vraiment seulement là où on n'a pas la place de faire autrement. Mais pour les sites où il y a beaucoup de place, la plage, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour atténuer l'énergie des vagues. Alors, pour les sites où il y a moins de place, ce qu'on peut faire, c'est un enrochement enterré. Donc, c'est ce qu'on appelle le concept des revêtements enterrés, qui a été appliqué à plusieurs autres sites dans les maritimes. Le principe, c'est d'avoir un enrochement qui est dimensionné de manière à résister à l'action des vagues, mais qui constitue en fait la dernière ligne de défense. Et par-dessus ça, on reconstruit la dune et on rajoute de la végétation pour conserver cet aspect naturel, en espérant que la dune puisse se maintenir de façon naturelle. Et on peut aider ça avec une recharge de plage également. Mais ce qu'il faut bien réaliser avec un revêtement enterré, c'est que le revêtement enterré lui-même ne diminue pas les taux d'érosion. C'est-à-dire que si vous avez un site qui a tendance à avoir beaucoup d'érosion, ce n'est pas le revêtement enterré qui va diminuer le taux d'érosion. Une fois que la plage sera à nouveau érodée, les vagues arriveront au revêtement. Donc, au lieu d'éroder plus loin, ça bloquera, mais ce n'est pas ce qui va recharger votre plage. Voilà par exemple un exemple de Lighthouse Beach, c'est dans le comté de Pictou en Nouvelle-Écosse. Alors la construction elle a été faite en 2006 par le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse. Le problème ici, c'est que les vagues elles passaient à travers la plage et puis que en fait la plage était en train de complètement disparaître sous les vagues. Donc ça va jusqu'à un promontoire tout à la fin. Enfin, c'est une belle promenade pour le coin. Et donc l'enrochement a été placé en 2006, recouvert par la dune avec de la végétation plantée. Et alors la végétation a bien marché, surtout sur le côté arrière, effectivement, qui n'est pas exposé aux vagues. Mais comme vous pouvez le voir, au bout d'un moment, l'érosion rattrape l'enrochement et donc finit par exposer les roches. Mais au moins, ça constitue un dernier rempart de protection. Donc c'est une espèce de solution hybride qui est faite quand, par exemple, on n'a pas les moyens de mettre de l'enrochement, des brise-lames au large, ou par exemple, pour cette plage de Dominion, ça c'est à côté de Sydney, en Nouvelle-Écosse, c'est une des plages les plus populaires du Cap-Breton, qui est extrêmement exposée aux vagues. Donc là, par exemple, en 2012, on avait encore un nouvel exemple de dégâts à une promenade et les vagues menaçaient également de commencer à causer des dégâts aux bâtiments de la plage de derrière, donc les salles pour se changer, etc. Donc, le ministère des Parcs en Nouvelle-Écosse cherchait une solution permanente à ça. La solution des brise-lames au large pour diminuer les vagues avant qu'elles arrivent à la plage était une option, mais par contre, ça aurait demandé beaucoup d'investissement en enrochement parce qu'il faut bien réaliser que plus l'enrochement est au large de la plage, plus c'est dispendieux en termes de volume de roche et de taille de roche. Donc, on cherchait un petit peu une solution un peu plus naturelle, mais qui puisse quand même protéger les bâtiments et la promenade. Donc, la solution du revêtement enterré a été adoptée. Alors, ça, c'est ce à quoi ça ressemblait juste après la construction. Donc, on ne voit pas l'enrochement. La plage a l'air très belle et c'est une belle dune, etc. C'est toujours comme ça que ça ressemble après la construction. Mais après, il faut bien réaliser que le taux d'érosion naturelle va continuer. Donc, après quelques années, l'enrochement est maintenant exposé. Mais par contre, du côté arrière, la végétation tient bien et au moins ça empêche les vagues de passer par-dessus et
et de complètement couper la plage en deux. Alors, bien sûr, il n'y avait pas les moyens d'avoir cet enrochement fait jusqu'à la fin, et ce n'était non plus pas désirable parce que c'est quand même une solution un petit peu artificielle et qui empêche la dune de bouger comme elle veut à partir du moment où les vagues arrivent à la roche. Donc là, plus récemment, comme vous pouvez le voir, on a eu une grosse tempête en décembre 2018 qui a complètement exposé l'enrochement. Donc l'enrochement fonctionne comme il devrait. Par contre, une fois passé, les vagues reprennent le dessus et continuent l'érosion de la plage, qui en fait est un processus qui dure depuis des dizaines d'années. Donc là, il n'y a pas de solution idéale pour continuer cette solution en fait. Oui, on pourrait continuer l'enrochement. L'alternative, c'est après chaque tempête, d'utiliser des machines et puis de remettre les graviers à l'endroit où ils étaient avant la tempête. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe parce que c'est quand même une solution moins onéreuse. Mais c'est vrai qu'à long terme, on peut s'attendre à ce que l'élévation de la dune diminue de plus en plus. Et puis finalement, la viabilité de ce site comme promenade côtière artificielle peut être un petit peu remise en question parce que le but ici, c'est d'avoir des sentiers bien aménagés pour que tout le monde puisse passer, etc. Les gens aiment bien avoir une promenade en bois, des sentiers accessibles, mais sur certains sites qui subissent beaucoup le dynamisme des éléments et avec des dunes qui bougent beaucoup, des graviers qui ont tendance à migrer d'un côté de l'autre, c'est difficile de maintenir une infrastructure permanente sur un site qui est naturellement très très dynamique. Voilà. Donc voilà deux exemples de revêtements enterrés. Maintenant, je vais vous proposer un exemple d'une autre solution, c'est-à-dire les brise-lames au large. Alors j'en ai touché deux mots pour le projet de la baie de Fundy. Alors pour Fundy, ce n'était pas possible parce que ça aurait demandé des volumes de roches qui étaient juste incroyablement élevés par rapport à ce qu'on aurait vu de manière esthétique. Mais voilà un site où c'était bien approprié. C'est à Souris, à l'île du Prince-Édouard. C'est juste avant de prendre le traversier pour aller aux îles de la Madeleine. Donc c'est un endroit où beaucoup de gens s'arrêtent quand ils partent en direction des îles. Il y a une belle promenade qui a été aménagée là par la province avec des restaurants, des magasins, etc. Et donc c'est un site qui avait un problème d'érosion. L'idée, c'était que l'érosion progressait de plus en plus vers la route. Et donc, la province cherchait une solution permanente à ça, mais sans avoir recours à un gros enrochement qui allait défigurer la plage, quoi. Donc, la solution qui a été trouvée ici, c'est de construire deux petits brise-lames au large. C'est un peu un projet pilote parce que il y en a très peu qui sont construits au Canada Atlantique. C'est une solution assez courante dans d'autres juridictions, mais pas encore bien courante par chez nous. Donc, ça a été fait par le ministère des Infrastructures de Transport et de l'Énergie de l'île du Prince-Édouard. Donc, vous avez la photo avant et après. Et on voit que le sable commence à s'accumuler naturellement derrière les brise-lames. Le principe de ces brise-lames, c'est en fait d'atténuer l'énergie des vagues avant qu'elles n'arrivent sur la plage à marée haute. Et donc, cette différence d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'énergie de vague derrière les brise-lames qu'à côté, fait que le sable a tendance à se déposer naturellement là où il y a le moins d'énergie de vague. Donc, comme derrière les brise-lames, il y a moins de vagues, le sable a tendance à se déposer naturellement là. Donc, dans ce cas-là, ça marche bien. Vous avez une photo à marée basse, là, en haut, et puis à marée haute dans le coin en bas de l'écran. Ici, on a affaire à une altitude de marée de seulement 1,60 m, donc ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas eu besoin d'énormes volumes d'enrochement. Les vagues qui touchent l'enrochement sont déjà limitées naturellement par les bancs de sable, donc ça permet de ne pas avoir recours à des roches qui sont trop grosses. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'ils ont utilisé du grès local de l'île du Prince-Édouard et ils n'ont pas fait venir de l'enrochement du Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc, le grès, c'est un matériau qui a tendance à se dégrader plus rapidement que, par exemple, le granit.
mais l'avantage, c'est que c'était local. Et le deuxième avantage, c'est qu'au fur et à mesure que le grès se dégrade et s'érode, en fait, ça produit du sable qui alimente la plage. Donc, finalement, l'érosion des brise-lames à long terme, ce n'est pas forcément une perte en absolu, puisque ça produit du matériau, du sable pour alimenter la plage. Et ça permet aussi un environnement naturel pour la faune et la flore dans la zone intermédiaire entre marée haute et marée basse. Voilà pour ces quelques projets. Donc, en conclusion, pour les littoraux vraiment fortement exposés aux vagues, si les options non structurelles ne sont pas pratiques à court terme, hein, donc là je parle de si les options par exemple de déplacement des infrastructures ou de migration loin du littoral, si ça c'est pas possible, une protection efficace peut être mieux assurée par une conception hybride qui combine des éléments d'enrochement, de plage et de végétation. Alors la végétation c'est très utile effectivement, mais pour un site qui est très très exposé aux vagues, ça ne suffira pas. Donc, si le site est entièrement naturel, par exemple, les plages à pente faible sont très, très efficaces pour atténuer l'énergie des vagues. Mais pour certains endroits, l'enrochement est quand même nécessaire pour donner un petit peu ce petit coup de pouce supplémentaire pour atténuer les vagues. Et pour concevoir ces infrastructures, bien sûr, une très bonne compréhension des processus côtiers est vraiment importante pour pouvoir soutenir la conception technique et la construction pour que le projet soit durable et produise une protection qui puisse être utile dans le long terme, surtout avec la montée des eaux et l'augmentation des tempêtes. Voilà, j'espère que c'était intéressant et informatif et je serai content de discuter et de répondre aux questions. Merci beaucoup, Vincent. On a une question déjà de Robert. Oui. Vas-y, Robert. Robert est sur mute, là. Ah, voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, merci. Vincent, merci bien de la promotion que tu fais pour l'utilisation des infrastructures naturelles. C'est super de voir des exemples très, très techniques et sûrement qui sont repartis à travers des maritimes. Je voulais juste mentionner aux gens qu'il y a quelques exemples, petits exemples, des revêtements enterrés au Nouveau-Brunswick. En effet, Rémi, qui est sur le webinaire, il a été impliqué dans le développement de une juste au nord de Chediac. Ah oui. C'est intéressant de voir que les infrastructures naturelles redemandent très, très peu d'entretien et l'entretien est souvent efficace avec peu de coûts. Alors, c'est un caractère qu'on devrait faire de plus en plus de promotion là-dessus. J'ai bien aimé ton exemple de qu'est-ce qu'ils font avec les brise-lames détachées à souris. Je pense que c'est une très, très bonne approche. Alors, l'autre chose que j'aimerais mettre au courant pour les gens, c'est qu'au ministère de l'Environnement, notre secrétariat du changement climatique fait beaucoup la promotion des infrastructures naturelles. Et éventuellement, nous, on aimerait voir que ces infrastructures naturelles sont reconnues comme actifs municipaux, comme de vraies infrastructures qu'on pourrait essentiellement appuyer avec du financement. Alors, quand une municipalité viendrait à la province pour du financement pour un projet d'infrastructure, qu'il pourrait viser un projet d'infrastructure naturelle qui sera permis dans les directifs des financements
des actifs, des infrastructures municipaux. Alors, on pousse toujours là-dessus avec la promotion de ça. Et puis, on a de l'espoir là-dessus. Éventuellement, on aimerait voir ces actifs naturels considérés comme typiques actifs municipaux. Et là, il y aura une source de financement pour la restauration des dunes, pour les enrochements, le revêtement enterré et d'autres exemples d'infrastructures naturelles. Alors, je te remercie de tout ce que tu as présenté aujourd'hui et tous tes efforts pour faire la promotion de ça. J'étais un peu disappointé, déçu un peu, parce que j'ai pas entendu un mot chiac dans toute la présentation. Alors, je te remercie bien, c'était super. Ah ben, c'est vrai que le chiac, c'est vraiment la only way, quoi. C'est pas tout, je ne l'ai pas guetté tout de suite que c'était la only way, mais je vais try more si tu veux. Je serais intéressé de d'en savoir plus sur les revêtements enterrés au nord de Shediac. Oui, je pourrais t'envoyer une petite liste qu'on a de tout ce qu'il y a au Nouveau-Brunswick. Et puis, moi ou bien Rémi, on pourrait te donner tous les détails là-dessus. Oui, Robert. Okay, merci. Ouais, c'est Rémi Donnel. As-tu été voir la côte Saint-Anne dans les dernières années? Qu'est-ce que le revêtement enterré-là avait fait? Non, je ne connais pas ce site, non. Ouais, ça serait un beau site à visiter. Là. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas été. J'aimerais ça de retourner voir qu'est-ce que ça avait donné. Mais c'était ça, il y avait des gens qui avaient fait de l'enrichissement, mais parce qu'il y avait beaucoup d'accumulation de sable, en mettant des clôtures à neige ou des sapins pour arrêter le sable, puis en plantant l'amophile, ça s'est vraiment bâti vite au-dessus des roches. Ça fait que c'était un site qui était bon pour cette technique-là. Ouais. Oui, l'alimentation de sable était super forte à ce site-là. Je n'ai pas été voir s'il y a eu des dégâts, là, Rémi, avec Dorion, mais j'ai l'intention d'y aller cet été. Oui, tu me laisseras savoir, je n'ai pas été moi non plus. D'accord. Maintenant qu'on a une travel bubble, je vais pouvoir aller voir. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. D'autres questions ou commentaires? Oui, c'est Serge ici. Vincent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous démontrer ces Ouais, pas de approches. problème. Ouais. Je suis curieux de savoir, dans le cas de Souris, est-ce que vous avez dû effectuer le même type de modélisation que vous avez fait au Parc Fundy? Puis, est-ce que c'est une spécialité qui existe? Oui. Alors, à Souris, c'est pas moi qui ai fait la conception. Ça a été fait par Mike Davies de Coldwater. Mais j'imagine qu'ils ont utilisé les mêmes techniques, oui. C'est des techniques qu'on utilise beaucoup en ingénierie côtière pour comprendre les processus côtiers et dimensionner les infrastructures. OK, d'accord. Et est-ce qu'il y a plusieurs firmes d'ingénierie ou est-ce que c'est une spécialité qui s'enseigne dans nos collèges, dans nos universités? Je cherche comment disponible est l'expertise pour faire ce genre de travail, de design. On n'est sans doute pas assez d'ingénieurs côtiers par rapport à la demande, ça c'est sûr. Au Canada, il y a Queen's University qui propose ça. En Ontario, aussi University of Ottawa. Je crois que UBC, ils ont quelques programmes aussi, mais ce n'est pas très répandu. Par exemple, à Halifax, il n'y a pas de programme ingénierie côtière. Ils ont un très bon programme en océanographie, mais pas exactement sur la spécialité ingénierie côtière. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de firmes qui proposent ça, c'est vrai. OK. Je me demande si c'est une raison pourquoi on se fie immédiatement à l'enrochement. C'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on utilise. Oui, mais voilà, en fait, le problème, c'est que donc il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs spécialistes dans ça et il n'y a pas non plus beaucoup de reconnaissance que c'est quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire que quand il y a un problème d'érosion,
le particulier qui a une propriété, il ne va pas penser à demander de l'expertise d'ingénieur. Il va demander au contracteur, qu'est-ce que vous en pensez? Le contracteur va dire, ah oui, voilà, il faut de l'enrochement, et hop, et je vous propose de l'enrochement à tant de dollars le mètre cube, et puis voilà. Et ça nécessite... donc c'est pour ça que dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de préparation qui est faite et de pensée par rapport à quelle serait la meilleure solution. Et l'enrochement est finalement la solution par défaut, qui est appliquée avec peu de connaissances par rapport à ce qui serait peut-être la meilleure solution. Donc je pense qu'il y a réellement un rôle à jouer d'éducation du public. Donc c'est pour ça que je suis très content de voir des initiatives comme le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et puis tout ce que fait Rob Capozzi au gouvernement pour continuer à éduquer le public et les collectivités locales par rapport à ces solutions alternatives qui, c'est vrai, demandent des connaissances et demandent parfois de faire des études plus poussées, mais ça débouche bien souvent sur des solutions qui sont bien plus satisfaisantes à long terme. Par exemple, pour le projet de Fundy, au Parc national Fundy, je suis content que Parks Canada ait fait appel à nous, mais le plan à l'origine, sans qu'ils aient consulté de spécialistes côtiers, c'était de se dire, bon, on va juste mettre de l'enrochement. Donc au début, quand on est arrivé sur le projet, ils disaient, bon, alors on pense que là, il faut mettre de l'enrochement. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il faudrait une étude plus poussée? Donc nous, on a proposé de faire une étude plus poussée pour justement essayer de diminuer la quantité d'enrochement nécessaire. Et donc, c'est vrai qu'il faut essayer de sortir de cet état d'esprit enrochement à tout prix parce qu'il y a beaucoup de solutions qui soit n'en nécessitent pas, soit en nécessitent moins. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse en se disant à la végétation, les plantes, ça peut résoudre tous les problèmes. Non, ça, ce n'est pas vrai. Donc, ce que j'essayais de montrer aujourd'hui, c'est que souvent, les solutions, les meilleures, elles impliquent une combinaison de plusieurs éléments. Et Vincent, si je pourrais ajouter là-dessus, il y a de l'espoir parce qu'un autre projet, Brace, qu'on dirige avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, est d'enseigner les ingénieurs à reconnaître la valeur des infrastructures naturelles. Et ce travail-là est dirigé par Serge Dupuis, qui est professeur à l'Université de Moncton. Et l'autre petite nouvelle, c'est que Cindy Hébert, à l'Université de Moncton-Chipagan, qui était premièrement avec le groupe Valorez, est un ingénieur côtier. Et elle donne des cours aussi, et je suis sûr qu'elle fait la promotion des approches d'infrastructures naturelles aussi. Oui. Ben, c'est encourageant, merci. Oui. Je serais content de les rencontrer, ces gens, à l'occasion. Hein. Parfait. On va vous mettre en contact avec eux. OK, merci beaucoup. Merci. Bien, cette webinaire, c'est le deuxième dans une série. Le premier, la semaine passée, était avec Sébastien Weissenberger. C'était comme une introduction au concept et un petit primer pour les éducateurs et enseignants pour mieux enseigner ces topics. On peut mettre le lien dans le chat de ça. Et on a aussi le prochain et le troisième webinaire dans cette série. C'est la semaine prochaine. Vous pouvez enregistrer si vous n'avez pas encore. C'est avec Carol Ann Gillis. Identifier la vulnérabilité de la Première Nation des Eel River Bar et l'élévation du niveau de la mer et utilisant une approche à deux yeux. C'est un mélange des principales spirituelles et scientifiques des Premières Nations et aussi juste de scientifiques en général.
j'invite, on a une couple de minutes de reste si vous avez d'autres questions ou commentaires. Merci, Jolene. OK. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Et le lien pour le YouTube, c'est dans le chat aussi. Oui, ben, merci Vincent pour cette superbe présentation. Et merci pour toutes les attendees pour votre contribution aussi. Nous allons, comme j'ai dit, nous allons soumettre cette présentation et vidéo sur YouTube dans un playlist avec les deux autres présentations. Et nous vous invitons de nous suivre et rester en contact. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci.